Ce livre m'a complètement retourné. J'ai eu un vrai sentiment de malaise en le refermant. Je suis encore sous le choc. C'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. On va plonger dans une histoire de psychologie humaine, d'obsession pour la jeunesse éternelle et du prix à payer pour son âme. C'est un livre... Sulfureux, voilà, c'est le mot. On y rencontre Dorian Gray, un jeune homme d'une beauté, mais une beauté si parfaite qu'elle semble presque irréelle. Et on ne perd pas de temps, hein. Non, on plonge directement au cœur de l'action, au moment d'un pacte complètement insensé. Et c'est là qu'on a le paradoxe central. C'est un homme qui obtient la jeunesse éternelle, mais dont l'âme pourrit dans un tableau caché. C'est une idée de génie, n'est-ce pas? C'est une idée de génie, et en même temps une histoire si scandaleuse qu'elle a contribué à envoyer son propre auteur en prison. Oui, le mot sulfureux que vous avez utilisé, il est parfait. C'est exactement ce que les critiques de l'époque lui reprochaient. Mais pour Wilde, ce n'était pas un défaut, c'était le but recherché. Et pour comprendre comment on en arrive là, je crois qu'il faut d'abord s'intéresser au trio de personnages qui met vraiment le feu aux poudres. Alors, ce trio, oui. On a d'abord Dorian Gray lui-même, la toile vierge, on pourrait dire. Au début, il est d'une innocence et d'une beauté presque divine. Mhm. Et puis, il y a Basil Hallward, le peintre. Son obsession pour Dorian, ça dépasse largement l'admiration de l'artiste pour son modèle. C'est une adoration, c'est dévorant. C'est plus qu'une obsession, c'est une muse qui le paralyse presque. Il dit lui-même qu'il a mis trop de lui-même dans ce portrait. On est face à un triangle où l'art et la personne se mélangent complètement. Et le troisième sommet de ce triangle, c'est le véritable catalyseur du drame, Lord Henry Wotton. Ah, Lord Henry, le dandy cynique, l'influenceur hédoniste qui murmure des philosophies terribles à l'oreille de Dorian. C'est le Méphistophélès du récit, tout simplement. Il bombarde le jeune Dorian qui est très impressionnable avec ses maximes. Des phrases comme « Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder ». Pour lui, le but de la vie, ce n'est pas d'être bon, c'est d'expérimenter, de rechercher le plaisir, la beauté, sans jamais se soucier de la morale. C'est ça. Et c'est cette philosophie qui va tout faire basculer. On est dans l'atelier de Basile, le portrait est terminé, il est là, sur son chevalet. C'est une image de perfection. C'est un moment d'une tension psychologique incroyable. Dorian regarde son portrait, il est fasciné, et c'est là que Lord Henry lui glisse son poison à l'oreille. Il ne lui dit pas juste « vous êtes beau », il lui dit « attention, cette beauté va disparaître ». Il lui décrit son propre avenir, les rides, les cheveux blancs, la jeunesse qui s'envole. Il lui fait prendre conscience de l'injustice fondamentale de la vie. La beauté est éphémère. Et pour Dorian, c'est une révélation terrifiante. L'idée de perdre cette perfection, de voir ce portrait rester jeune alors que lui, il va vieillir, c'est juste insupportable. C'est là qu'il fait ce vœu, c'est presque une prière arrachée par la panique. Exactement. Il s'écrit avec une ferveur incroyable. Si seulement c'était le portrait qui pouvait vieillir et que je puisse rester éternellement jeune, je donnerais mon âme pour ça. Et il le dit avec une telle intensité que, dans le silence de l'atelier, sans que personne ne s'en aperçoive, le pacte est scellé. Son vœu a été exaucé. Et la première preuve de ce pacte, elle arrive très vite. Dorian tombe amoureux. Ou du moins, il croit tomber amoureux. D'une jeune actrice, Sybil Van, qui joue Shakespeare dans un petit théâtre de quartier. Mais là, c'est crucial de comprendre de quoi il tombe amoureux. En fait, il ne tombe pas amoureux de Sibylle, la personne, il tombe amoureux de ses personnages. Chaque jour, elle est Juliette, puis Ophélie. Il est fasciné par sa capacité à incarner la beauté de l'art. Pour lui, elle n'est pas réelle, elle est une œuvre d'art vivante. Ah oui, c'est subtil. Il est tellement captivé qu'il veut la présenter à Basil et Lord Henry. Il leur promet un spectacle inoubliable. Il dit « Ce soir, vous verrez la perfection sur scène. » Mais ce soir-là, c'est une catastrophe. Un désastre total, oui. Sibylle joue horriblement mal. Elle est plate, sans aucune émotion. Le public la siffle. Et la raison de ce fiasco, elle l'explique à Dorian après. Avant lui, le théâtre était sa seule réalité. Mais maintenant qu'elle connaît le véritable amour avec lui, elle ne peut plus faire semblant. Jouer la comédie lui semble faux, ridicule. Elle a trouvé la réalité et elle a donc perdu son art. Et la réaction de Dorian, elle est d'une cruauté mais glaciale. Au lieu d'être touché, il est dégoûté. Il lui lance « Vous avez tué mon amour, vous étiez mon idéal et vous l'avez détruit ». Il la quitte sur le champ. C'est son premier véritable acte de cruauté.
Et quand il rentre chez lui tard dans la nuit, il remarque quelque chose sur le portrait. Un détail, infime. Le sourire sur le visage peint a un peu changé. Il y a maintenant une légère inflexion de cruauté au coin des lèvres. Le pacte est bien réel. Le portrait a commencé à porter le fardeau de ses péchés. À partir de là, sa vie se scinde en deux. D'un côté, il y a le Dorian public. Il traverse les années, les décennies même, sans prendre une ride, il garde son visage d'ange. Aux yeux du monde, il reste une icône de pureté. Et de l'autre, il y a sa vie secrète. Il cache le portrait dans une pièce à l'étage, sous un drap, loin de tout le monde. Et ce portrait devient le véritable journal de son âme. Chaque péché, chaque acte de corruption, chaque pensée vile vient déformer le visage sur la toile. Le tableau vieillit à sa place. Oui, mais il vieillit en portant les marques de sa déchéance. C'est fascinant parce que, en cachant le tableau, il se débarrasse de sa conscience, en fait. Il n'a plus à affronter son reflet le matin pour y voir les marques de ses excès. Il peut mener la grande vie, explorer tous les vices, sans que son visage ne le trahisse jamais. Et il ne s'en prive pas. Il suit la philosophie de Lord Henry à la lettre. Il se plonge dans l'étude des parfums, des bijoux. Il cherche le plaisir partout. Mais ça ne s'arrête pas là. Des rumeurs de plus en plus sombres circulent. On parle de jeunes gens dont la réputation est détruite après l'avoir fréquenté, de ses visites dans les fumeries d'opium des bas-fonds de Londres. En écoutant ça, on se dit que cette idée de vendre son âme, cette obsession de soi-même, c'est tellement puissant qu'on a l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Ça puise dans des choses très profondes, non ? Absolument. Wilde ne fait pas que raconter une histoire d'horreur. Il réinterprète deux grands mythes de la culture occidentale. Le premier, le plus évident, c'est celui de Narcisse. Dorian, comme Narcisse, est obsédé par son image. Mais la grande différence, c'est que Narcisse, lui, ne se reconnaît pas. Alors que Dorian, il est parfaitement conscient de sa beauté et du pouvoir qu'elle lui donne. Le portrait est son reflet, et c'est cette obsession qui le mènera à sa perte. Et le deuxième mythe, c'est Faust, j'imagine. C'est un pacte faustien dans sa forme la plus pure, oui. Faust vend son âme à Méphistophélès pour la connaissance, Dorian, lui, la vend pour la jeunesse éternelle. Wilde modernise complètement le mythe. Au XIXe siècle, le désir ultime, ce n'est plus la connaissance, c'est la jeunesse et la beauté. C'est une critique visionnaire de la superficialité d'une société qui est déjà obsédée par les apparences. Et cette obsession des apparences le pousse au point de non-retour. Sa vie hédoniste devient un cauchemar. Il devient paranoïaque, il a tout le temps peur que quelqu'un découvre son secret. C'est ça qui est tragique. Sa réputation est exécrable. Dans les salons, les gens murmurent sur son passage. Mais personne ne peut vraiment y croire. Comment un homme avec un visage si pur pourrait être capable de telles horreurs ? Son visage est son meilleur alibi. Jusqu'au jour où le passé le rattrape. Basil Hallward, le peintre, revient le voir des années plus tard. Il a entendu les rumeurs, il est inquiet et il confronte Dorian. Il lui dit en substance « Je dois voir votre âme avant de partir ». Et Dorian, poussé à bout, dans un mélange de rage et de fierté perverse, accepte. Il emmène Basil dans le grenier et il dévoile le portrait. Basil est horrifié. Il reconnaît sa signature sur une toile monstrueuse, un visage rongé par le vice. Il comprend tout. Et dans un accès de panique, craignant que son secret ne soit révélé, Dorian se saisit d'un couteau et il assassine son ami, le créateur de la chose maudite. Il tue l'artiste. Et le plus glaçant, c'est ce qui se passe après. Il croise Lord Henry et lui suggère, à demi-mot, qu'il a peut-être tué Basil. Et que répond Lord Henry, son mentor, hein ? Il éclate de rire. Il refuse de le croire. Son argument est terrible. Il lui dit « Le meurtre est vulgaire, cher Dorian. Et la vulgarité ne vous siérait pas. Seules les classes inférieures commettent des crimes. La beauté de Dorian est devenue une armure si parfaite qu'elle trompe même le diable qui l'a mis sur cette voie. L'apparence a totalement vaincu la réalité. » Mais l'histoire la plus folle, finalement, ce n'est peut-être pas celle de Dorian, mais... C'est une histoire qui fait écho au roman de façon troublante. La version que tout le monde a lue pendant plus d'un siècle, celle de 1891, est une version édulcorée. Wilde l'a modifiée lui-même, sous la pression. Le manuscrit original, celui de 1890, était beaucoup plus direct. Plus direct sur quoi, exactement ? Sur la nature homosexuelle des sentiments de Basil pour Dorian. Dans le texte original, l'adoration de l'artiste est clairement décrite comme un amour passionné, presque érotique. Le pouvoir de séduction de Dorian sur les hommes est aussi bien plus explicite. L'éditeur, terrifié par la pruderie de l'époque victorienne, a coupé des passages entiers.
Et pour la publication en livre, Wilde a encore atténué certaines choses, sentant le scandale arriver. Et malgré ça, même la version censurée a provoqué un scandale monstre. Immense. Le livre a été qualifié d'immoral, de décadent, et cette réputation, elle a fini par coller à la peau de Wilde. En 1895, il se retrouve au cœur d'un procès retentissant pour outrage aux bonnes mœurs. Et c'est là que la fiction et la réalité se heurtent de la manière la plus tragique qui soit. Le portrait de Dorian Gray est utilisé par l'accusation comme une preuve de la dépravation de son auteur. Des passages sont lus à voix haute au tribunal. Le livre devient une pièce à conviction contre lui. C'est terrifiant. Wilde est condamné à 2 ans de travaux forcés, une peine qui va le briser. Et le plus fou, c'est qu'il a fallu attendre 2011 pour que la version originale, non censurée, soit enfin publiée. Le vrai visage du livre, tout comme celui de Dorian, est resté caché dans un grenier pendant plus de 120 ans. La boucle est bouclée. Revenons à Dorian. À la fin, il n'en peut plus. Il est rongé par le remords, hanté par le meurtre. Et surtout, il est dégoûté par la vision monstrueuse de son âme sur la toile. Il en vient à haïr sa propre beauté, la source de tout son malheur. Il décide qu'il doit détruire cette chose qui a ruiné sa vie. Il monte une dernière fois au grenier. Le portrait le regarde, plus hideux que jamais. Il prend le couteau même avec lequel il a tué Basil Hallward. Il le lève, prêt à lacérer la toile, à détruire cette conscience et à effacer, une bonne fois pour toutes, les preuves de ses péchés. Mais que se passe-t-il quand on essaye de poignarder sa propre âme ? Et une dernière question pour la route. À notre époque, avec nos profils en ligne si parfaits, si soigneusement construits, quel portrait cachons-nous toutes et tous dans le grenier ? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.